Voilà, merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Vous êtes branchés sur nos antennes des Environ News, une chaîne à thématique environnementale. Ce qui est dit aujourd'hui avec ce numéro du village plus 243, nous allons vers l'information, encore une éducation, une information également pour ces grands peuples, ces grands auditoires. Nous allons recevoir un expert en matière de gaz, en matière de fréons également. Et je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est une journée dédiée à l'ozone. C'est cet expert qui va vraiment nous briefer sur cette journée dédiée à l'ozone. Il est avec moi. C'est un habitué de cette émission de l'Environ News également. Il s'appelle Monsieur Eli Mbumba. Je ne sais pas si je me suis trompé, mais je pense que c'est ça. Alors, il est avec moi. Je vais devoir le présenter. Bonjour, monsieur. Alors, le téléspectateur de cette émission également voudrait bien à ce que tu te présentes comme tu veux. Je ne sais pas comment tu vas les faire devant cet auditoire. Ah oui, merci beaucoup, monsieur Edi. Je m'appelle monsieur Eli Umba Kabunda. Je suis le coordonnateur national du bureau Ozone. Et je tenais quand même à vous remercier en cette journée commémorative par rapport à la journée mondiale pour la protection de la couche d'ozone. Merci. Mais également, pourquoi avez-vous porté toujours votre choix pour passer ces messages de l'ozone sur les antennes de l'Environ News? Ah oui, ça c'est une chaîne thématique, ça il faut l'avouer. Nous espérons que par Environ News, nombreux peuvent saisir le message et faire passer le message chaque le 16 septembre de chaque année. Pour nous, ça devient une obligation. Ça devient une obligation, pourquoi? Parce qu'il faut sensibiliser le monde entier à l'importance du froid dans la vie d'un homme, pourquoi pas par rapport à la planète tout entière. Mais également aujourd'hui, comme tu l'as bien souligné, nous sommes le 16. Oui. C'est une journée que le monde également célèbre la couche d'ozone. Qu'est-ce que nous allons retenir également d'entrée de jeu de cette journée du 16 septembre? Ah oui, d'abord il faut retenir que la couche d'ozone, c'est cette enveloppe qui est dans l'atmosphère, qui nous protège contre les rayons solaires. Non seulement les rayons solaires, mais qui nous protège contre l'agressivité des rayons solaires ultraviolets. Ce sont des rayons solaires qui sont nocifs à l'homme, c'est-à-dire qui sont à l'origine de certaines maladies, notamment les cataractes, les cancers de peau, et plusieurs autres dérèglements dans les écosystèmes marins. Ils agissent même sur les cultures, pourquoi pas sur les plantes, parce qu'ils sont fixés directement sur les ADN. Et ça vaut la peine que le monde retienne que vivre longtemps sur cette terre, nous avons le devoir de préserver ce bouclier qui est la couche d'ozone dans la manipulation parce que sa destruction est d'origine anthropique. Je crois que ça vaut la peine qu'en ces jours mémorial, comme ça, qu'on puisse se souvenir de ça et rappeler aux uns aux autres le rôle que joue cette couche par rapport à la vie. Mais est-ce que ça vaut la peine, monsieur Eli, est-ce que ça vaut la peine de célébrer également cette journée? Parce que déjà là, vous présentez des choses, vous présentez, c'est un élément également très dangereux, comme vous avez cité, Oui. celui des gaz également, le fréon et tout ça. Est-ce que ça vaut la peine de célébrer cette journée? Oui, ça vaut la peine. Pourquoi? Parce que non seulement, comme je l'ai élucidé, mais il y a un autre aspect très important. Et ça vaut la peine, pourquoi? Parce que ici sur cette terre, nous avons dit que la cause est anthropique, c'est-à-dire ce sont les êtres humains, pendant l'exercice de leurs activités, parviennent à détruire ce bouclier. Alors que, si vous suivez de très près, les éléments de destruction, ce sont les gaz qui sont utilisés dans le froid et dans la climatisation. D'autant plus que l'homme continuera à faire la recherche sur le froid, parce que le froid nous donne le confort, d'autant plus si les bonnes notions de pratique ne lui sont pas conjuguées, à ce moment-là, nous parviendrons continuellement à détruire et la planète, la vie sur cette terre sera difficile. Voilà, d'entrée de jeu également, je vais me rappeler. Alors disons,
dans ce sens on doit savoir également le rôle du froid dans la vie humaine. Parce que là, maintenant, c'est ton secteur, tu es expert dans ces domaines. Est-ce que tu peux nous relever également le rôle du froid dans la vie humaine? Ah, ok. Je pense là, nous tombons carrément sur le terrain de la journée même aujourd'hui. Vous verrez que le thème voudrait dire tout simplement, on voudrait faire ressortir l'importance du froid dans la vie de l'homme par rapport à la conservation des aliments et par rapport à la conservation des vaccins, parce que ça fait partie de la réalité avec la Covid. Oui, parce que nous avons également traversé une période très cruciale et ça nécessitait également que ces vaccins traversent les frontières de tout ça. Très important. Vous vous souviendrez aussi que le pays est très vaste. Faudra-t-il que les vaccins quittent Kinshasa pour tous ces coins en 1 minute, en 1 jour pour aller vacciner? C'est-à-dire qu'il faut parvenir à implanter les sites, les centres qui vont conserver ces vaccins le plus longtemps possible. Il n'y a que le froid qui puisse faire ça. En fait, pour revenir à votre question, je voudrais vous rassurer que le confort sur cette terre n'est assuré que par le froid. Le froid, c'est l'élément capital dans la vie de l'homme. Le froid, c'est celui qui est au centre de notre confort. Le confort voudrait dire quoi? Je vais prendre un petit exemple. Prenons le cas qu'il n'existe plus de froid dans toute notre vie journalière. Croyez-vous qu'il y aura des voitures avec confort? Je ne pense pas. Un bureau avec confort? Je ne pense pas. Un vol par avion dans le confort? Je ne pense pas. Vous croyez qu'on pourra conserver les aliments le plus longtemps possible? Je ne pense pas. Donc c'est seul le froid qui apparaît comme l'élément qui accompagne le social, l'économie et le confort, pourquoi pas l'écologie viable à l'homme. Oui, c'est dans ce sens que le thème de cette année, comme vous le verrez, c'est-à-dire on dit que c'est le protocole de Montréal, parce que c'est le protocole de Montréal qui gère cette matière de froid. On dit que ce protocole pour nous, c'est une nécessité, non seulement pour nous, aussi même pour la conservation des aliments, et au-delà des aliments, même pour la conservation des vaccins. Donc on voudrait tout simplement faire ressortir l'importance du froid dans la vie de l'homme. Mais si c'est possible de revenir, je ne sais pas, revenir un peu avec les objectifs du développement durable, parmi lesquels nous avons retenu plus ou moins 17 objectifs. Est-ce le froid également était intéressé dans ces objectifs? C'était quoi ces objectifs? Ok, merci beaucoup d'avoir abordé. Les objectifs de développement durable sont nombreux, sont au nombre de 17. Parmi ces 17, peut-être que ça va nécessiter une émission beaucoup plus élaborée, mais ici je voudrais vous faire voir que 8 parmi ces objectifs ont un rapport direct avec le froid. Faute du temps, je pourrais peut-être vous parler de 2 premiers. Le premier objectif, par exemple, c'est la lutte contre la pauvreté. Vous êtes très conscient que le froid, c'est un élément important dans les socio-économiques. Nous partirons de quoi, par exemple? Voyez comment nous vivons ici à Kinshasa, par exemple. Vous verrez par-ci, par-là, nous gardons au frais. La chambre froide, c'est un élément important. Le frigidaire, c'est un élément important. Vous verrez même au niveau médical, la conservation des produits pharmaceutiques, c'est un élément important. Cela veut dire la lutte contre la pauvreté, elle est envisagée dans la mesure où le froid intervient dans les circuits socio-économiques. C'est le froid qui permet qu'on puisse générer des recettes. J'essaie d'assimiler ça avec l'objectif 2. L'objectif 2 lutte contre la famine, contre la faim. Nous sommes au pays. Vous sentez que nous sommes dans un très grand pays où le décalage saisonnier des fois se manifeste et qu'il y a production de certains fruits, voire des périssables dans certains coins. Et quand vous allez dans un autre coin du même pays, vous ne trouverez pas les mêmes produits. Cela veut dire qu'il se fait que quand tel produit est produit, quand tel denrée est produit dans un coin donné, dans l'autre coin, il présente une rareté. Et cela pouvait pallier à ça. C'est ainsi que vous constaterez par-ci, par-là,
Donc il faut conserver là où il y a la production pour le ramener également là où il y a la rareté. Effectivement, parce que lorsque Donc le froid est très est nécessaire. à travers les chaînes de froid. Mm. Les chaînes de froid, c'est quoi? Ce sont des dispositifs frigorifiques, c'est-à-dire des chambres froides de grande capacité, des frigos de grande capacité qui peuvent être fixes ou même mobiles, que vous pouvez ramener d'un coin vers l'autre. Et à ce moment-là, on pourra récupérer tout ce qui est comme périssable, Oui. et les amener dans les sites de consommation, et on aura lutté contre la famine. Vous pouvez les amener même en dehors du pays. Et à ce moment-là, ça donne de l'économie aux producteurs, et dans l'entretemps aux commerçants, ils gagnent quelque chose pour leur survie. Voilà en quoi le froid intervient dans beaucoup d'objectifs de développement durable, notamment dans les deux que je venais d'énumérer, c'est-à-dire la lutte contre la faim et aussi la pauvreté. Mais également, je viens de voir dans votre banderole, il est écrit protocole de Montréal. Pour que nos aliments, là c'est juste derrière vous, et bien, je pense que je vais montrer également à nos téléspectateurs. Mais je voudrais au fait savoir, quelle liaison faites-vous au protocole de Montréal et celui de l'amendement de Kigali? Est-ce qu'il y a une liaison entre ces protocoles-là? Oui. Le protocole de Montréal et l'amendement de Kigali, il y a une nuance qu'il faudrait mettre là-dessus. Oui. Sinon, l'amendement de Kigali, c'est l'amendement de Kigali au protocole de Montréal. Ça veut dire quoi? C'est l'amendement de Kigali au protocole de Montréal. Parce que le protocole a existé bien avant cet amendement. Le protocole a existé. Maintenant, il y a un amendement à ce protocole, un avenant. Oui. Ça veut dire quoi? C'est le protocole de Montréal qui connaît en son sein, qui renonce à certaines substances qui autrefois étaient considérées comme des substances très efficaces, mais qui se sont avérées peut-être apportant beaucoup de PGR, c'est-à-dire ils ont un pouvoir de réchauffement global très élevé. Alors pour cela, parce que le protocole de Montréal traite rien que les substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Il y a des circonstances qui ont été constatées comme étant efficaces par rapport à la protection de la couche d'ozone, mais qui d'autre côté, ils se sont manifestés comme ayant un pouvoir de réchauffement global très élevé, c'est-à-dire contribuant au réchauffement climatique. De ce fait, le protocole de Montréal a fait une flexibilité. Il est parti de lui-même pour aller rencontrer les objectifs de l'accord de Paris. C'est à ce titre que le protocole de Montréal a subi un amendement, c'est-à-dire a renoncé à ces substances pour privilégier les substances qui n'ont des effets ni sur l'ozone et sur le climat. Vous voyez. Voilà la naissance de l'amendement de Kigali. Mais également, je sais que vous avez répondu, mais je voudrais aussi que cet auditoire qui nous suit, je voudrais au fait que tu nous expliques juste quelques minutes en termes simples l'amendement de Kigali. Ah oui. Je sais que vous l'avez brossé tantôt, oui. mais je voudrais également que tu puisses revenir sur ça pour que cet auditoire également comprenne également ce qui a été avec l'amendement de Kigali. Merci beaucoup, M. Eddy. L'amendement de Kigali, c'est cette possibilité qui permet de retoucher le protocole de Montréal pour faire la promotion des réfrigérants naturels, des réfrigérants organiques, qui sont des alternatives qui ont été trouvées par rapport à ces substances qui détruisaient et la couche d'ozone et qui détruisaient et aussi qui avaient un pouvoir de réchauffement global sur le climat élevé. Donc en un mot, le protocole de Montréal, c'est ce protocole, en fait l'amendement de Kigali, c'est cet apport scientifique qui vient pour la promotion des réfrigérants qui n'ont pas de conséquences ni sur le climat, ni sur la protection de la couche d'ozone. Très bien. Fidèles téléspectateurs, vous avez suivi la réponse de notre expert. Mais disons, je peux toujours revenir avec vous parce que, parce que vous êtes un produit rare. Ah ouais. Vous êtes un produit rare. Et quand on vous trouve sur nos champs, il faudrait également exploiter ces matières que vous possédez dans vos connaissances. Oui, disons, à Kinshasa, je ne sais pas si vous faites la ronde de Kinshasa, et cette substance également sont
je ne dis pas que c'est abusivement utilisé. Est-ce que vous arrivez également à enseigner ou à éduquer tous ces usagers dans la ville de Kinshasa ou en République démocratique du Congo? Les usagers du froid. Du froid. Ok. Parce que vous présentez également cette matière étant une matière très dangereuse. Oui, oui, sans doute. Directement, je fais allusion à une réflexion que nous avons sur la taxe carbone. Je vais revenir là-dessus après. Oui, parce que déjà, là, vous m'avez prêté les mots. C'est une question qui vous attend et qui vous attend également. Ah oui, merci beaucoup. Peut-être que je voulais faire une similitude là-dessus. Et les professionnels de froid, ce sont des personnes qui doivent être très, très avisées. Ils sont très avisés parce que nous fonctionnons sur base d'un arrêté ministériel. Et tout de suite, là, nous sommes en élaboration d'un projet de décret. Ce projet de décret essaye de recadrer le secteur. Ils sont des professionnels de froid. Il y en a qui sont formés, il y en a d'autres qui sont formés par l'État. Et à ce moment-là, l'objectif de l'État, c'est de certifier leurs compétences. En certifiant leurs compétences, cela nous permet de surveiller leurs pratiques, d'être près d'eux et comprendre, réaliser quels sont leurs besoins. Parce que au niveau du protocole de Montréal, il y a des apports consistants qu'on donne aux professionnels. Nous avons presque chaque année une formation, peut-être qu'avec la perturbation de la Covid-19, ça n'a pas été très courant, mais il y a une formation que le ministère de l'Environnement organise avec l'appui de l'agence du programme des Nations Unies pour l'environnement, organise pour la formation, la mise, le renforcement des capacités à tous les professionnels du froid. Le pays étant grand, le secteur n'étant pas organisé, les professionnels eux-mêmes n'étant pas aussi suffisamment organisés, donc il nous revient, nous, en tant que l'État congolais, d'essayer de recadrer ce secteur d'activité, ou soit ce camp de professionnels, pour essayer de certifier leurs compétences et mettre de l'ordre. Parce que nous, là je reviens maintenant sur la question de la taxe carbone. Je revenais sur ça, pourquoi? Parce que nous sommes en train de réfléchir. Dernièrement, Madame Eve Bazaïb. Oui. Madame la VPM. Oui, oui. C'est le moment d'abord de saluer l'audace parce qu'il fallait qu'on parle taxe carbone au pays. Ça va générer assez de ressources pour les trésors publics, ça c'est évident. Mais aussi c'est une manière de préserver les écosystèmes. Cette taxe, chez nous, au protocole de Montréal, elle doit également exister parce que les éléments sur lesquels nous travaillons, notamment les réfrigérants, je venais de dire qu'ils ont un pouvoir de réchauffement global très élevé. C'est-à-dire que ce sont des puissants gaz à effet de serre plus que le CO2 qui est décrié. Je vous dis, c'est des milliers de fois. Je vous donne l'équivalence. Par exemple, une tonne de HFC, qui est un réfrigérant qui est utilisé pour le moment, qui a un pouvoir de réchauffement très élevé, est équivalent à 1430 tonnes de CO2. Cela veut dire, lorsqu'on a laissé échapper une quantité de gaz de réfrigérant dans l'atmosphère, le niveau de réchauffement que cela doit avoir est 1430 fois plus élevé qu'une tonne de CO2. Donc cela veut dire qu'il faut un accent particulier sur la manière de surveiller ce gaz-là. Réfléchissons maintenant. Et je venais de suivre M. Jean-Louis, il est expert au ministère de l'Environnement, il est environnementaliste. Jean-Louis Koyagialo, je salue en passant. Il a effectivement donné sa réflexion là-dessus. Jusqu'à présent, je crois, on se recherche. C'est pour cela que Madame la VPM a reçu en audience le représentant résident du PNUD pour que le PNUD, en tant qu'agence des Nations Unies, accompagne le ministère de l'Environnement dans la faisabilité de cette taxe. Et partant de l'expert environnementaliste à qui je viens de faire allusion,
Et en fait, c'est comme s'il y a une réflexion sur la manière de mener le choix. Il y en a qui considèrent que la taxe carbone passe par une compensation. Il y en a qui sont dans l'éco-taxe. Je pense que c'est avec l'appui du PNUD que peut-être qu'on pourra bien canaliser. Mais dis-moi, je voudrais qu'à ce moment, qu'il soit retenu que parmi les gaz puissants, les puissants gaz à effet de serre, il faut à tout prix parler des HFC, ces réfrigérants-là. Vous voyez, ils sont plus puissants, gaz à effet de serre, de loin plus le COD. Et par conséquent, si nous entrons dans la compensation, il est vrai qu'au niveau déjà du protocole de Montréal, les études ont été faites et les pays ont une consommation globale qui est reconnue. On essaiera de vers la compensation en termes de renforcer le renforcement institutionnel. Mais au niveau des pays, si nous pouvons revenir en termes de la taxation, je pense qu'il faudrait que cet aspect, c'est-à-dire le volet réfrigérant, soit aussi associé dans la réflexion pour qu'on arrive à bien gérer ce secteur. Mais est-ce que pensez-vous vraiment, vous êtes tellement technique, vous êtes tellement, je ne sais pas dire profond avec tout ce que vous exposez, est-ce ceux qui évoluent dans ces domaines, ils ont la facilité de comprendre ce que vous transmettez comme matière? Ah oui, bon, il y a... Et je ne sais pas aussi, est-ce qu'il y a aussi évolution là où vous êtes parti et là où vous êtes maintenant et là où vous allez projeter? Les défis sont immenses, et ça c'est vrai. Les défis sont immenses. Il y a le problème d'abord du renforcement des capacités. Oui. Ça vaut la peine. Les moyens ne suivent pas. Sinon, le souci serait d'organiser des séances de renforcement des capacités à tous les niveaux, ou même encore insérer le cours de la protection de l'environnement, ou soit de la protection de l'atmosphère à partir de bas âge dans les cursus scolaires. Ça nous aurait aidé. Il y a de l'autre côté les dirigeants, soit les décideurs politiques. Là, je fais aussi allusion, par exemple, à notre Parlement. Il y a 2 ou 3 ans que nous avons mis en place un projet de loi portant ratification de l'amendement de Kigali. C'est un outil de grande importance parce que c'est ce document qui nous permettra, c'est cette loi qui nous permettra de chercher des mesures. Apparemment, avec cette loi, il n'y a pas suivi. Il n'y a pas suivi. Non, le projet de loi est déjà au niveau du bureau du président de l'Assemblée, de l'honorable président de l'Assemblée nationale. Pour être voté, il ne suffit que le bureau puisse classer l'affaire. Oui, par exemple, si par exemple c'est aligné, à ce moment-là, on peut procéder au vote. Et une fois c'est passé, après sa ratification, maintenant nous voyons les retombées. Ne pas ratifier ça, ça nous amène à quoi? Cela veut dire que nous allons affaiblir notre État. De quelle manière? Nous ne serons pas soutenus par les outils qui sont mis en place par le protocole de Montréal. Et cela va occasionner quoi? À un moment donné, nous pouvons être sujets d'un embargo. Imaginez-vous qu'il n'y a plus de réfrigérants au pays. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de morgue. Vous voyez? Il n'y aura plus de chambres froides. Il n'y aura plus de conservation de vaccins. Il n'y aura plus de bureaux avec confort. Donc, vous verrez qu'il n'y aura plus même la conservation des aliments. Même les périssables pour lesquels nous venions de plaider ne seront pas conservés. Mais disons et la vie tout entière... Le froid, maintenant, se retrouve une matière un peu transversale. Il est dans tout le domaine. Là. Oui, elle est transversale parce que c'est aussi un aspect qu'on peut considérer poumon de l'économie. On ne peut pas négliger le froid. Parce que c'est le froid qui vous permet de faire partir vos produits, soit les denrées alimentaires, d'un coin vers l'autre par rapport à la grandeur de notre pays. Et surtout dans le domaine que vous avez cité, celui de morgue et tout ça, c'est également c'est un problème sérieux parce qu'il n'y a qu'à voir le taux de mortalité de nos jours, tout ça. Et s'il n'y a pas possibilité de conserver, c'est un problème sérieux tout ça. Mais voilà, je vais revenir également parce que question d'actualité. Oui. Il y a l'allocution au niveau des autorités de votre secteur, tout ça. Comment pouvez-vous, quelle est votre appréciation par rapport à cette allocution également qui nous parle de la nécessité également de ce produit, de cet élément froid, oui. Votre appréciation? Ah oui, je suis très satisfait. Je suis très satisfait dans la mesure où les autorités
ont fait ressortir dans leur allocution l'importance du froid. Ils ne se sont pas seulement arrêtés là-bas, mais ils ont fait aussi des interpellations, notamment à l'Assemblée nationale, soit au Parlement tout entier. Ils ont fait une interpellation aux agents des services publics, notamment ceux qui sont commis au niveau des frontières. Ils ont fait aussi allusion à ceux qui sont dans la manipulation, c'est-à-dire les professionnels de froid. Ce genre d'interpellation par l'autorité qui a le secteur de l'environnement très bien, je pense que ça doit être salué à notre avis. Voilà. Voilà, Monsieur Eli, vous êtes également dans cette structure qui parle de l'ozone, Oui, dans le ministère de l'Environnement. oui. Mais je voudrais revenir également sur un point très important, la taxe carbone. Et également, vous relevez que le froid ou le fréon, c'est également un produit très dangereux pour le pays. Alors, si la problématique des taxes carbone a secoué le pays ou le monde, tout ça, et comment pouvons-nous également équivaloir cette manière de faire avec le froid également, qui se présente également un produit très dangereux dans le monde? Ah oui, merci Parce beaucoup. qu'apparemment, avec le froid, les gens, ou vous, les autorités, ou ceux qui œuvrent dans ces domaines, vous semblez un peu, je ne sais pas, négliger, banaliser ou minimiser également ces domaines. Oui, oui. Et le problème de l'environnement, c'est un problème de sensibilité. L'environnement, c'est comme je l'avais dit la fois autre, c'est la chose la plus petite qui est à mesure de vous causer des dommages. Qu'est-ce qui se passe concrètement dans l'atmosphère? Parlons de la taxe carbone. Je suis dans le secteur presque du froid, parce que là nous utilisons les réfrigérants. Les réfrigérants, oui. Il se passe que lorsque vous avez, vous, manipulateur, un professionnel du secteur de froid, il laisse échapper le fréon, le gaz. Le gaz ne va pas rester, le gaz va monter dans les hauteurs jusqu'à aller rester au niveau de l'atmosphère. Au niveau de l'atmosphère, il y a le niveau de destruction qui est lié au pouvoir, au potentiel de réchauffement global. Celui que j'ai montré qu'il est très élevé par rapport à l'oxygène. C'est ainsi que dans la taxe carbone, en rapport avec l'ozone, en rapport avec les réfrigérants, on est plus dans l'équivalent. Lorsqu'il y a un rapport selon lequel une tonne de HFC, c'est-à-dire de ces réfrigérants, est équivalente à 1430 tonnes. Vous voyez? C'est là que vous voyez le niveau de destruction. Maintenant, lorsque nous allons chercher de parler... Et il a la facilité de détruire la couche. Oui, là, c'est évident. C'est pourquoi, en fait, celui-là, il n'est pas destructrice de l'ozone. De l'ozone. Ah oui, parce que c'est parmi les alternatives qui ont été trouvées autrefois comme étant efficaces par rapport à la protection de la couche d'ozone. Malheureusement, ont un pouvoir de réchauffement global, c'est-à-dire ils contribuent au réchauffement de la planète. C'est à ce titre-là que le protocole de Montréal a renoncé à travers l'amendement de Kigali. Mais l'autre fois, vous avez parlé que vous avez eu un moyen d'améliorer ces fréons. Ce n'est plus ces fréons qui détruisaient, mais maintenant, ce sont des fréons qui sont adaptés avec la condition climatique. Oui. Comment expliquer? Oui, c'est juste ça l'amendement de Kigali. Ce n'est pas moi, par exemple. C'est la science, parce que le protocole de Montréal, c'est cet accord international qui, au centre de son fonctionnement, il y a la science, il y a les gouvernants, et puis il y a le secteur privé. Donc c'est la science qui nous a aidés à comprendre qu'à la place des substances qui sont destructrices de la couche d'ozone et qui ont un réchauffement global au niveau du climat, ils ont maintenant cherché des alternatives. Les alternatives qui sont des réfrigérants naturels, des réfrigérants organiques. Vous voyez? C'est par exemple le butane, la propane, ils vont très loin jusqu'à ce que l'eau, à certaines circonstances, est utilisée. La technologie est en train d'avancer avec des apports scientifiques. Nous parviendrons à voir
Parce que c'est d'ici la fin du siècle qu'il faut maintenir la température par rapport à l'ozone à 0,5 degrés. Par rapport à la locution également, nous avons appris qu'il y a des avancées et que les scientifiques ont remarqué qu'il y a cette couche qui commence à se reconstituer en fait. Est-ce possible de nos jours dans la ville de Kinshasa? Est-ce qu'il y a des conseils également à prodiguer à ces utilisateurs de ces gaz butane? On le voit dans la cuisine, tout ça. Est-ce qu'il y a des conseils aussi spécifiques pour ces utilisateurs? Bon, gaz méthane, oui. Ça n'a rien à voir avec la destruction de la couche d'ozone, mais néanmoins, c'est un gaz à effet de fer. Et puis ça se présente également dangereux. Oui, oui, il est dangereux et c'est sur le plan sécurité parce qu'il est inflammable. C'est là où il faut beaucoup d'attention. En fait, je pense les producteurs de ce genre de gaz, avant de parvenir à la production, ils remplissent certaines conditions, certaines normes de fabrication, et parmi lesquelles il y a la mesure de sécurité. Le ministère de l'Environnement a toujours incité qu'il y ait ce qu'on appelle le plan d'urgence. Le plan d'urgence, c'est le plan de sécurité qui est mis à chaque fonctionnement. Et les choses évoluent de cette façon. Voilà, aujourd'hui, jour pour jour, 36 ans. Oui. Que doit-on retenir de la journée d'où on célèbre la couche d'ozone? En termes simples. Oui, merci 36 beaucoup. ans diront. 36 ans de dur labeur. Ce qu'il faut retenir, c'est premièrement des avancées significatives dans le rétablissement de la couche d'ozone. Ça, c'est le salut de la planète. En deuxième lieu, retenir des mécanismes de fonctionnement de cet accord, qui est une philosophie à retenir et à soutenir. Je souhaiterais même emprunter dans le mode de vie. Arriver à ces résultats, parce que c'est l'unique protocole, en fait, c'est l'unique convention, je dis au niveau international en rapport avec l'environnement, qui a réussi et les résultats sont palpables. Et le secret, c'est quoi? Chaque fois qu'on est en face d'un défi, qu'on convertisse ce défi en opportunité. Voilà la gymnastique où le protocole de Montréal abandonne les substances autrefois efficaces parce que les défis du climat se posent. Le protocole a accepté de se muer. C'est cette possibilité qui apparaît une philosophie de travail dans ce protocole qui, pendant 36 ans, vient de donner le fruit. Maintenant, l'ozone, c'est dans la protection de la couche d'ozone. L'ozone, c'est dans la protection du climat. L'ozone se bat à côté du climat pour que d'ici la fin de la planète, que jamais on atteigne cette fois-là le 2 degrés qui sont reconnus. Il faut réduire d'ici la fin du siècle de 2 degrés. Et l'ozone participe dans ces 2 degrés avec une proportion de 0,5 degrés Celsius. Voilà, Monsieur Elie, nous tendons vers la fin de cette émission, mais ça ne pouvait pas échapper cette question. Nous avons remarqué à Goma, dans le Kivu, il y avait cette situation de volcan également, tout ça, mais ce que nous allons apprendre également du niveau du lac Kivu, il y a ces gaz méthane qui existent déjà, et les gens se disent, ou les experts nous préviennent, que si la RDC n'attire pas attention à ces deux phénomènes qui sont proches, donc le volcan, le lave du volcan et le gaz méthane, il y aurait de sérieux problèmes au niveau de la ville de Goma, tout ça. Vous êtes expert dans ces domaines. Quelle serait votre appréciation, votre lecture de choses par rapport à cette situation? Oui, des phénomènes géologiques du genre, il faut beaucoup d'attention, ça c'est vrai. Malheureusement, on essaie de lier les deux. En rapport avec l'ozone, je voudrais aussi un tout petit peu déplorer, parce que là, c'est parmi les causes naturelles de la destruction de la couche d'ozone. Ah oui, il existe des causes naturelles de la destruction de la couche d'ozone. C'est notamment des genres de phénomènes. Vous voyez une éruption volcanique. Rendez-vous compte quel volume de fumée
générés à partir de magma et qui montent. Et là-dedans, nous avons le chlore, nous avons le fluor, naturel bien entendu. Et c'est l'origine naturelle de la destruction de la couche d'ozone. Parce que lorsque nous parlons des réfrigérants, ça ce sont les activités de l'homme. Mais nous devons le savoir qu'à une certaine proportion, lorsqu'il y a des phénomènes naturels du genre les éruptions volcaniques, même la nature est affectée. Maintenant, s'agissant du rapport entre la présence du gaz méthane dans le lac et tout ce qu'il y a comme phénomène de la destruction des magmas qui parviendrait encore à des éruptions volcaniques, moi je pense qu'il faut jouer dans la prévention. Ça relève plus de la lutte contre la prévention des calamités naturelles. Des problèmes du genre, il faut associer des sciences multisectorielles. Il faudrait mettre en place un comité qui réfléchit sur des éventualités et parvenir surtout, parce que c'est une zone aussi sur le plan environnemental qui a beaucoup de vertus. C'est une zone de grande importance, de grand intérêt environnementalement parlant. Je pense qu'il est grand temps pour les dirigeants de concevoir, mettre en place différentes réflexions multidisciplinaires qu'on essaie d'entrevoir ou soit encore d'envisager la prévention dans ce sens-là. Ce n'est qu'évident parce que les phénomènes naturels sont incontournables, mais l'environnement est là dans le sens de la prévention. Lorsqu'il y a des alertes, il faut parvenir à recadrer les choses. Je pense, voilà, c'est mon appel aux décideurs politiques d'envisager des voies de prévention. Voilà, quelle appréciation, quel avenir faites-vous pour ces journées du 16? Parce qu'il y a encore 2 journées qui vont succéder, tout ça. Quelle appréciation, quel avenir donnez-vous désormais à cette journée du 16? Et l'avenir par rapport à la planète, ça ne sera toujours des grandes révélations, parce que d'autant plus que nous allons exister sur cette terre et que le protocole de Montréal demeure à toujours, on ne manquera pas des innovations pour relever les défis de la planète. Et par rapport ici chez nous, nous comptons, si par exemple la Covid va relaxer un tout petit peu ses méfaits sur les conditions socio-économiques, je crois que cela va nous amener prochainement à essayer maintenant de capitaliser les parties prenantes du protocole de Montréal. C'est-à-dire nous avons les douaniers, nous avons les inspecteurs de l'OCC par exemple, nous avons les professionnels du secteur du froid et nous avons les députés, tous ceux qui sont dans l'élaboration de la législation. Nous allons essayer d'aller vers une synergie de sensibilisation et surtout que ça touche surtout à l'éducation au niveau le plus bas. Et ça permettra peut-être de préparer l'avenir avec beaucoup de sérénité. Voilà, nous avons reçu avec nous l'expert dans le domaine du froid, dans le domaine de gaz. Et aujourd'hui, c'est le 16 septembre. Naturellement, depuis 36 ans, c'est cette date qui est dédiée à la couche d'ozone. Et en RDC maintenant, il y a des piliers, il y a des experts qui se lèvent pour également expliquer à la population, également faire le lobbying, et également vouloir aussi que la population assimile également ce qui se passe avec le fréon, avec le gaz, avec le froid également. Alors, je ne sais pas dire vos derniers mots, oui. Parce que vous avez évoqué également sur le rôle du froid et vous avez relevé que le froid jouait le rôle de confort. Oui. Quelqu'un dans sa voiture a besoin de froid. Pour le confort, pour le climatiseur également. Dans la maison. Au bureau. En fait, il est partout. Le froid, c'est l'ami de l'homme. Parce que le froid... Je voudrais également que tu puisses ouvrir cette parenthèse parce que nous sommes à la fin, nous devons chuter également. Ah oui. Parce que, disons que c'est ça qui donne un peu du punch dans... En fait, c'est ce qui attire l'homme à bien orienter ses activités dans le froid. Ah oui, quand vous parlez de l'homme, je voudrais plus parler de la fraîcheur. La fraîcheur, dans la nature, vous la trouverez. Il n'y a que l'arbre qui peut vous produire de la fraîcheur. L'arbre, bien entendu, l'arbre, pendant la journée, il vous produit de l'oxygène. L'oxygène, là, est accompagné de cette fraîcheur qui vous permet de vivre. Mais là, c'est dans la nature.
Mais dans les milieux urbains, là où nous avons besoin du confort, la fraîcheur, c'est le froid. Et le froid, c'est le confort. Le confort, c'est votre épanouissement, même mental, même physiologique. L'homme ne peut s'épanouir que dans les conditions de fraîcheur réunies. C'est pour cela, mettons l'accent sur la bonne gestion des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, notamment ceux qui sont utilisés dans le secteur de froid et de la climatisation. Voilà, vous avez quelques minutes à regarder Oui. la caméra. Oui. Adressez-vous à la nation, à cette population, à cet auditoire également, vu l'importance de la journée. Donc nous vous attendons vous adresser à cette population. Oui, merci beaucoup pour cette occasion. Et je voudrais tout simplement rappeler à tous nos frères congolais que la journée d'aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la protection de la couche d'ozone. Ici, nous sommes en train de parler froid. Mettons en tête que le froid, c'est l'ami qui nous accompagne tous les jours. Le froid, c'est celui qui est utilisé dans les milieux de vie pour nous donner du confort. Lorsque nous vivons dans la fraîcheur, lorsque la planète est dans la fraîcheur, vous verrez l'épanouissement de la race humaine. Vous verrez l'épanouissement de la faune et de la flore. Et je souhaiterais cette fois-là que tous ceux qui manipulent le froid, à n'importe quel niveau, que vous soyez aux professionnels de froid, je leur demande de faire des pratiques recommandées, c'est-à-dire des pratiques rationnelles, des pratiques de gestion durable de la planète. Et aux honorables députés, à qui nous avons déjà remis notre projet de loi portant amendement de Kigali, de s'y atteler. Parce que le monde entier attend de la RDC ratifier ces documents. Il est de grande importance parce que la RDC, sur le plan géostratégique, il est au centre des autres pays, alors que ces matières nous viennent d'ailleurs, ils sont importés. Donc l'importation comme l'exportation dépendrait de ce que nous sommes en train de faire. Alors dans ces cas, c'est pour aussi nous éviter des embargos qui risquent de susciter le chaos dans le pays. Voilà, je vous remercie. Voilà, Monsieur Eli, Oui. ce que j'ai dit tantôt, nous sommes vraiment à la fin de cette émission. Vraiment à la fin. Mais tu vis un espace où Lingala Oui. domine. Donc la langue Lingala domine. Je voudrais que tu puisses également passer un mot, parce que c'est vraiment une grande célébration. Ah oui, sans doute. Vous commémorez cette journée, alors que le message, donc vous scindez en 2 ou 3 phrases le message en Lingala que ça passe pour cet auditoire. Ah oui, wana na kotalisa na bandeko na biso nyonso ya Congo, principalement ba oyo ba frigoriste nde tobengaka bango. Batambolaka na milangi. Na milangi oyo. Milangi etonda babengaka crayon. Ba bonbon. Mon cher. Babengaka autrement pe ba bonbon. Bonbon oui. Mon cher, tosalela yango bien. Tokende na ministère environnement, to s'identifier. Parce que toyebi te le loto lobby un jour taxe à carbone et qu'on a la perçue à partir na yo. Yo siko ce que vous avez identifié dans le ministère de l'environnement te boulot na yo mawa mingi. Et maintenant, yebaka pe lisusu que commerce illicite ya fréon est comparable au niveau international net na commerce ya drogue. Eza matière moko eza sous haute surveillance. Sensible. Donc yo muto manipula ka fréon zala maele yaka na ministère de l'environnement, laisse-toi enregistrer. Luka organisation moko professionnelle na kati ya mboka ozala membre pour que mibeko ekoya mikolo ekoya et frapper yote. Dans l'entretemps tomboli bino aujourd'hui malamu, il y a le 16 parce que tozali ko lutter contre le réchauffement de la planète na destruction à couche d'ozone. Merci beaucoup. Ah, mais parenthèse on a fongoli kitoko mingi comparable na drogue. Oui, Parce qu'il y a une sensibilité makasi. makasi. Voilà, fidèles téléspectateurs, vous êtes toujours branchés sur Environ News. Vous êtes sur cette émission intitulée Village Plus 243. Ce sont les réalités de notre pays. Vous vous souvenez bien que de Plus 243, c'est le code même de ces pays. Nous avons reçu M. Eli qui nous a exposé cette matière, également l'importance même du froid dans la vie humaine. Donc nous sommes à la fin de cette émission. Aujourd'hui, c'était la journée internationale. Célébrée dans le monde, qu'on parle
de la couche d'ozone. Et bien voilà comment est-ce qu'il a déchiffré, il a décortiqué même l'importance de la journée. Et je dis merci à tous ceux-là qui prêtent leur attention à l'Environ News et surtout à cette émission Village Plus 243. Et nous vous recommandons d'être branchés et on se